Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale municipale. Nous sommes ensemble de 19h15 à 20h45 pour débattre de cette campagne à Paris, mais aussi de celles en province et surtout pour vous donner à partir de 20h les résultats partiels de cette élection particulièrement appréciée. Comme vous l'avez vu, nous sommes nombreux en plateau. Alors nous allons vous laisser moins d'1 minute pour vous présenter et présenter votre mouvement. On va commencer en premier. C'est un ordre qui a été choisi aléatoirement par Nathan Abou du PS. Alors, je suis secrétaire national du mouvement des jeunes socialistes. On est une organisation de jeunesse qui est autonome du Parti socialiste, mais qui travaille conjointement avec le parti, et notamment dans le cadre des élections. Nous avons de nombreux candidats partout en France, et d'ailleurs, le Parti socialiste est le parti qui a la meilleure couverture territoriale. On a plus de 1000 candidats qui ont été investis, on en soutient plus de 1000 autres. Et nous comptons de nombreux jeunes sur toutes nos listes, partout, des villes de 2 millions d'habitants comme Paris jusqu'aux petits villages de 100 habitants. Donc, évidemment, pour nous, le combat, il se situe autour de la justice sociale et du combat écologique. Et c'est autour de ces valeurs-là que nous, on se réunit, et c'est ces valeurs-là qu'on a essayé de porter lors des élections qui ont lieu aujourd'hui. Eh ben, on va continuer par Valentine Bredu des Jeunes avec Macron. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc, je suis la représentante des Jeunes avec Macron du mouvement pour Paris. Nous sommes du coup le mouvement qui soutient l'action du président de la République et également celle de son gouvernement. On est engagé en politique et souvent des premiers engagés depuis 2017. Donc nous, on porte vraiment des valeurs d'engagement de la jeunesse, que ce soit n'importe où, et encore plus pour les municipales dans nos communes, parce qu'on a envie de changer les choses localement et au plus proche de nous au quotidien. Nous, notre but premier pendant ces municipales a été de pouvoir investir des jeunes sur les listes pour les municipales, afin qu'ils puissent changer véritablement la vie de leur commune, qui siègent aux conseils municipaux. C'était l'une de nos priorités, puisque nous, notre mouvement est jeune. C'est la première fois qu'on se lance dans cette bataille des municipales, parce que c'est véritablement une bataille. Et je pense qu'on a relevé le défi avec brio. Eh ben, on va continuer par Zacharia. Toi, c'est un peu différent, tu es étudiant. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? D'accord, donc je m'appelle Zacharia Etoued. J'habite Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher. Je suis étudiant en sciences politiques à l'université Paris 8 Saint-Denis. Donc, on va pas dire que je suis militant à la France Insoumise, mais leurs idées, elles me tiennent à cœur. C'est là que je me retrouve le plus en ce moment. Donc, j'ai soutenu dans ma ville la liste Romo citoyenne, car la France Insoumise a décidé de ne pas se mettre en avant pour préparer 2022. Ouais. Et Lucas, enfin, je me permets de te présenter. Tu es le rédacteur en chef du service politique de VL Media. Valentin Monfiac, à toi de présenter. Bonjour, donc Valentin Monfiac, je suis étudiant à Paris Dauphine en droit gestion. Je suis responsable des Jeunes Républicains de Paris. Donc les Jeunes Républicains de Paris soutiennent à la fois l'action de Christian Jacob, le président de notre famille politique, et également Agnès Evren, qui est présidente de la Fédération Les Républicains de Paris. Et pour ces municipales, l'objectif principal, c'était qu'un maximum de jeunes puissent être investis dans les arrondissements, et c'était un objectif d'avoir un maximum de renouvellement sur nos listes, parce qu'on a souvent été critiqué sur notre manque de renouvellement, et c'est un objectif qui a été réussi avec 48 jeunes investis dans tout Paris, donc jeunes de moins de 30 ans qui sont pour la plupart en position éligible. Donc objectif réussi, et on attend la suite. Ok, donc finalement, Lucas, je te présente, rédacteur en chef de VL Media. Est-ce que tu peux nous présenter le mode de fonctionnement de ce scrutin et pourquoi il est aussi populaire ? Oui, tout à fait. C'est le scrutin préféré des Français, scrutin à 2 tours concernant chacune des 35 000 communes de France. Un suffrage universel indirect qui va permettre d'élire des conseillers municipaux qui eux-mêmes vont élire le maire. Scrutin proportionnel et de liste donc, proportionnel car les sièges municipaux sont distribués en fonction du score obtenu par une liste qui doit être obligatoirement paritaire. A noter qu'une liste qui obtient 10% des voix minimum accède au second tour, ce qui explique les cas fréquents de triangulaire. Mais ce mode de scrutin, il est variable en fonction du poids démographique de la commune. Concernant les communes de moins de 1000 habitants, les listes sont plus malléables car le votant a la possibilité de les modifier. Bon, pour Paris, Lyon et Marseille, eux, ce sont des cas particuliers. L'élection ne se fait pas au niveau de la ville, mais à celui des arrondissements. Le votant va donc élire des conseillers d'arrondissement, et ce sont ces conseillers d'arrondissement qui vont élire le maire d'arrondissement, mais qui vont aussi composer le conseil de la ville selon leur position sur la liste. Bon, dans le cas de Paris, qui nous intéresse forcément ce soir,
Ce sont les 163 conseillers de Paris qui vont choisir parmi eux le ou la maire de la capitale pour 6 ans. Bon, les élections municipales sont les élections avec un ancrage territorial qui obtiennent historiquement les meilleurs scores en termes de participation. Mais la tradition qui veut que les Français s'intéressent beaucoup plus aux élections municipales qu'à tout autre risque d'être aujourd'hui un peu faussée. C'est une situation exceptionnelle. Il serait difficile de ne pas en parler. Le stade 3 a été décrété hier soir, causant la fermeture des cinémas, restaurants, mais pas des bureaux de vote. Aujourd'hui, on attend une abstention record malgré les précautions prises. Eh bien justement, les chiffres de la participation, ils sont en chute libre. 38,77% à 17h, soit une baisse de 16 points de pourcentage par rapport au scrutin de 2014. Alors ma question, elle est simple. Auriez-vous déplacé ce scrutin à cause du coronavirus ? Valentine Brodu, qu'en pensez-vous ? Alors, on l'a tous vu, jeudi soir, Emmanuel Macron a fait des annonces concernant cette crise sanitaire inédite. Il est vrai que la question du report des municipales a été posée et on sait combien l'opposition a joué un rôle pour justement ne pas repousser ce scrutin. Mais l'opposition nous dit hier soir à 23h30, à 30 minutes du jour du scrutin, de décaler le scrutin parce que celui-ci ne peut absolument pas se dérouler dans de bonnes conditions au vu de la situation sanitaire, tout en sachant que les élections avaient déjà lieu en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là. Je pense que c'est un petit peu l'hôpital qui soude la charité quand jeudi soir on met tout en place pour décaler le scrutin, pour ne pas justement décaler ce scrutin, et que aujourd'hui, clairement, on dénonce la décision de ne pas l'avoir fait. On l'a vu aujourd'hui. Je pense que toutes les personnes qui se sont déplacées dans les bureaux de vote ont justement pris leurs précautions. La distance sécuritaire d'1 mètre avait été mise en place. Moi, par exemple, je suis allée voter ce matin, j'ai pu me désinfecter les mains, j'ai pu ne pas toucher les rideaux de l'isoloir. Je pense que les mesures concrètes qui avaient été promises ont été mises en place et on n'avait pas à décaler le scrutin aujourd'hui, c'est clair. Valentin Roufiac, vous, qu'en pensez-vous ? Alors, à titre personnel, je pense qu'après jeudi soir, on n'était pas forcé d'annuler l'élection. Mais ce qui est vrai, c'est que je voulais revenir sur ce que dit Valentine. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a eu une déclaration du Premier ministre qui a fait qu'on a aussi compris que l'élection ne peut pas forcément avoir lieu. Après, moi, hier soir, j'étais très inquiet sur la tenue de ce scrutin. À titre personnel, je pense qu'il aurait fallu l'annuler. Après, moi, pour avoir vu les bureaux de vote dans le 15e arrondissement où je suis allé, j'ai trouvé que les conditions sanitaires étaient tout à fait respectées. Moi, j'ai tenu un bureau de vote avec masque et gants. Tout le monde prenait ses précautions. Après, le souci, c'est l'abstention. Est-ce qu'un maire d'arrondissement élu avec 30% de participation est légitime ? La question, elle est là. Et vous, Nathan ? Alors pour moi, très clairement, en fait, la journée de jeudi, ça a été une excellente démonstration de l'amateurisme d'État dont a fait preuve Emmanuel Macron. En fait, c'est tout le contraire que ce qu'il a bien voulu faire croire. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'au cours de la journée, il a changé d'avis maintes et maintes fois. Il a convoqué les chefs de parti dans la matinée pour les rassurer sur la tenue d'un scrutin, puis les a recontactés à midi pour leur dire qu'en fait, c'était pas si sûr. Puis finalement, il a contacté le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, comme les dispositions de l'article 16 de la Constitution le prévoient pour les pouvoirs exceptionnels, qui était la seule solution pour pouvoir annuler le scrutin, enfin en tout cas reporter le scrutin à ce moment-là. Donc en fait, la journée de jeudi, politiquement, ça a été de la panique totale. Et au final, le président de la République nous annonce dans la soirée une décision par rapport à un comité scientifique dont on ne connaît pas les membres, basé sur un rapport flou qui n'a pas été publié, alors qu'il y a des chiffres dont on a connaissance. On sait par exemple déjà que la différence entre les cas confirmés et les cas réels, elle est au minimum de 1 pour 24. Ça veut dire que quand on nous dit qu'il y a 1500 ou 3000 personnes qui sont contaminées en France, on sait qu'en réalité, c'est des chiffres qui sont plutôt de l'ordre du 24 000 à 300 000 personnes qui sont déjà contaminées. Et quand on regarde la gestion de la crise qui avait pu être faite en Chine au même stade de la contamination, ça fait déjà plusieurs semaines que la région du Hubei était déjà complètement confinée. Donc finalement, qu'est-ce que ça montre à mon avis, cette décision ? C'est une décision qui déjà se base sur une stratégie qui n'est pas claire, en tout cas qui n'est pas expliquée aux Français, et je pense qu'on fait à la fois face à de l'amateurisme et aussi à une certaine dose de malhonnêteté par rapport aux Français et aux risques qui sont encourus quand on les envoie dans ces bureaux de vote aujourd'hui.
Zacharia, vous êtes allé voter, ça vous a pas fait peur ces mesures Pas spécialement. Moi, je savais très bien que dans ma ville, ils en avaient déjà parlé. Ils allaient prendre les mesures nécessaires qu'avait prôné Macron aussi. Donc les gels, les distances de sécurité. Et j'ai vu que les gens respectaient ça ce matin. D'ailleurs, nous, c'est pas le cas. Nous, on a eu une nette hausse de la participation comparée à 2014. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais j'ai voté calmement et sereinement. Et les gens aussi. On va faire un petit détour par Bordeaux où notre correspondant Guillaume Karskeka nous attend. Guillaume, t'es à l'antenne ? Guillaume n'est pas là, visiblement. Si ? Il arrive tout de suite. Guillaume, tu m'entends ? On peut revenir sur Guillaume un peu après. Ah si, Guillaume, je t'entends. Oui, je vous entends. Salut Guillaume, est-ce que tu peux nous donner les enjeux de cette élection à Bordeaux ? Alors écoutez, à Bordeaux, les résultats sont pas encore connus, mais l'enjeu, il est surtout entre les deux premiers candidats, Nicolas Florian et Pierre Hormick, puisque ce sont les deux candidats favoris. D'un côté, Nicolas Florian, qui est l'héritier d'Alain Juppé, qui a été maire de Bordeaux durant de nombreuses années, qui est devant dans les sondages pour l'instant, avec 40%, suivi plus derrière par le candidat écologiste qui a formé l'alliance de gauche, Pierre Hormick, à 30%. Donc c'est vraiment un duel entre les deux. Tout l'enjeu de ce premier tour des élections ce soir à Bordeaux, ce sera de savoir combien de pourcents Nicolas Florian aura a priori d'avance sur Pierre Hormick. Est-ce que les jeux seront faits à l'issue de cette élection ou pas ? Est-ce que Pierre Hormick aura encore un petit peu de jus pour le deuxième tour ? Et évidemment, où en sera Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, qui avait participé à l'élection présidentielle 2017 et qui forcément est un petit peu en concurrence avec Pierre Hormick, qui lui aussi est un candidat de gauche. Est-ce qu'il sera au deuxième tour ? Les sondages disent que oui. À ce moment-là, il prendrait forcément des voix à Pierre Hormick. Et évidemment, le candidat En Marche, Thomas Cazenave, 4e dans les sondages, une véritable déconvenue. Lui aussi, sera-t-il ou non au second tour ? Si ce n'était pas le cas, ce serait forcément un coup dur pour le parti de pouvoir. Alors maintenant, on attend les résultats avec impatience. Forcément, on va regarder les résultats en pourcentage de Nicolas Florian et Pierre Hormick. Et a priori, ce soir, on pourrait déjà connaître a priori l'issue du scrutin du deuxième tour dans une semaine. Merci beaucoup Guillaume. Justement, cette situation à Bordeaux, elle vous inquiète, Valentine ? Pas forcément inquiète. Après, on le savait, les élections municipales, c'est quand même un scrutin qui est compliqué. Nous, c'est la première fois qu'on se lance dans cette bataille. Bordeaux, au vu de l'histoire politique de la ville, c'est pas non plus une ville très facile à conquérir, etc. Je pense que les élections municipales de 2020 se passent, comme on l'a rappelé, dans une situation qui est inédite. On peut aussi rappeler l'abstention et faire appel à la responsabilité de chacun. Pour prendre le cas de Paris, un exemple concret, quand je vois cet après-midi toutes les personnes réunies au Canal Saint-Martin, aux Tuileries, etc., qui ne respectent absolument pas les mesures d'éloignement social, entre guillemets, qui ont été prônées et conseillées par le gouvernement, le ministre de la Santé, etc. On peut se demander pourquoi ces personnes-là ne se sont pas déplacées pour aller voter, puisque manifestement, elles sont dans la rue, à l'air libre, et ont des contacts avec d'autres personnes. Oui. Est-ce que ce serait pas signe du manque d'ancrage territorial qui sont les critiques de ce jeune parti aussi ? Oui, bien sûr. Manque d'ancrage territorial, c'est clair. Après, un ancrage territorial, ça se travaille et ça se gagne. À partir du moment où on est engagé dans cette campagne, on gagne du terrain, on aura des élus aux conseils municipaux, c'est notre but de base. Et voilà, on ne fait pas de la politique avec des têtes de gondole, entre guillemets. Nous, vraiment, on veut faire partie des conseils municipaux, d'opposition ou pas, pour pouvoir changer les choses réellement dans nos communes. Eh bien, on va continuer sur un autre thème qui nous tient particulièrement à cœur chez VL, c'est la jeunesse. Lucas, tu as... Oui, puisque nous la représentons. Le format est plutôt simple. Je vais juste vous poser une question, donc je vais vous la dire, et puis vous allez répondre tour à tour. Le candidat que vous représentez, ou le parti que vous représentez, est maire, accède à la mairie de Paris. Quelle serait la première mesure que vous estimez mettre en place en termes d'importance pour la jeunesse ? Alors, on a tiré au sort et c'est Valentine Brodu qui commence. Ah, un honneur. Donc nous, si Agnès Buzyn accède à la mairie de Paris, c'est clair, elle l'a dit dans son programme, la jeunesse est l'une de ses priorités. Nous, quand on parle de jeunesse, on parle généralement des étudiants et des jeunes actifs. Je pense que la jeunesse, c'est un tout.
Ça englobe aussi tous les enfants qui sont en école primaire, maternelle, etc. Dans son programme, on a l'éveil avec l'anglais. On l'a vu, on a le réaménagement du temps scolaire avec une place plus importante donnée aux activités sportives, à la mixité sociale aussi, c'est très important. Pour la jeunesse et pour les étudiants, on a aussi donné beaucoup plus de place aux associations dans l'arrondissement, notamment avec l'expansion des maisons d'association. Dans certains arrondissements, les maisons d'association sont totalement contrôlées par les maires d'arrondissement. Et quand on ne fait pas forcément partie du sérail de ce maire, c'est très compliqué d'y accéder. Voilà, je pense que c'est une ouverture totale à la culture pour les étudiants. Et voilà, la culture, quelle que soit sa forme. D'accord. Valentin ? Alors, c'est à moi ? Oui, Ouais, exactement. Rachida Dati, elle a toujours été attachée à la jeunesse, déjà en tant que maire du 7e arrondissement, où lorsque le conseil régional a été vendu et a été racheté, elle a négocié avec AG2R pour que les 116 logements soient des logements étudiants. Donc déjà, d'un point de vue du logement, elle est attachée aussi quand si elle accède à la mairie de Paris, à qu'une partie du logement social soit pour les étudiants, les apprentis et les jeunes actifs. Et également aussi sous l'angle de la culture, la culture et le sport. On veut que les bibliothèques soient ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aussi de même pour les centres sportifs municipaux. Donc l'angle de la culture et du logement qui sont pour moi les deux thèmes importants pour la jeunesse. Nathan, c'est à vous. Alors, pour moi, les mesures phares sur la question de la jeunesse, évidemment la question de la tarification des transports. Hidalgo s'est engagé pour une tarification solidaire pour les jeunes handicapés, pour les jeunes précaires. Je pense que c'est très clairement une des mesures les plus fortes, puisque en tant que jeune parisien, je pense qu'on peut tous admettre ici que les transports sont un poste de dépenses qui sont importants dans notre budget quotidien. Et enfin, la question du logement social. Je pense qu'on a tous pu observer la multiplication des logements sociaux dans la mairie de Paris ces 6 dernières années. L'équipe municipale a l'intention de continuer sur cette lancée. Il y a eu notamment, en plus de la construction du rachat d'immeubles anciens pour les transformer en logements sociaux et permettre une véritable mixité sociale. Je pense que ces mesures-là auraient un impact décisif sur le quotidien des étudiants qui habitent Paris. Et toi, Zacharia, quelles mesures tu aimerais que ta municipalité prenne pour toi ? À Romorantin-Lanthenay ? Oui, exactement. D'accord, donc pour l'accès aux jeunes, c'est très compliqué parce que c'est une ville où il y a beaucoup, je n'aime pas dire ce mot-là, mais beaucoup de vieux. Et pour les jeunes, il manque cruellement de choses. Tout est vers 19h, 20h, tout est fermé. Donc il faudrait vraiment que le futur maire vraiment ouvre des pôles attractifs pour les jeunes. Par exemple, là, ils ont essayé de créer un skatepark, mais bon, c'est légèrement pas assez du tout. C'est vraiment... C'est limite, on aurait dit qu'il avait fait ça. Oui, c'est ça, par exemple. Et pour le skatepark, par exemple, c'était vraiment compliqué, c'est que c'est mal fait. Ça a été mal fait. Mais il manque d'attractivité pour les jeunes. On n'a pas de lieu vraiment pour se rencontrer, à part le nouveau bowling qui vient d'être créé il n'y a pas longtemps. Mais il manque des actions au niveau du sport aussi, même s'ils sont très OP là-dessus, mais il manque cruellement de choses pour les jeunes. Lucas, tu as des réactions par rapport à ça ? Non, j'ai pas de réactions, mais j'ai des questions. De la même façon, on a tiré au sort et on va discuter sur un point du programme jeunesse de chacun des représentants. Et donc du coup, pour ce volet, l'ordre est le même. Et donc, Valentine Brodu, comme vous le savez, puisque c'était dans la presse, un étudiant s'est immolé en bas du Crous de Lyon pour dénoncer la précarité étudiante. Ici à Paris, Agnès Buzyn affirme vouloir faciliter l'accès au logement étudiant avec la création de milliers de logements étudiants, ce qui est une mesure importante. C'est une première étape. Mais est-ce que c'est véritablement suffisant et comment la mettre en place effectivement ? Je pense que c'est déjà une première chose, un premier pas à faire vers les étudiants, parce qu'à Paris, c'est quand même une population qui a été oubliée. Comment la mettre en place ? C'est tout simple, c'est donner beaucoup plus de pouvoir aux maires d'arrondissement, qui du coup, eux, auront la gestion du parc immobilier de leur arrondissement pour pouvoir créer des logements sociaux. Je rebondis sur ce que Valentin a dit tout à l'heure sur le programme de Madame Rachida Dati. Moi, je suis moi-même habitante dans le 7e et mon immeuble est collé
au conseil régional. Moi, les logements sociaux étudiants, pour l'instant, je les ai pas vus. Quand on sait que le logement social dans le 7e représente que uniquement 2% du parc immobilier, on peut penser que c'est une mesure qui est totalement clientéliste, puisqu'elle ne sera jamais mise en place. Vous dites c'est normal justement. Non, c'est normal parce que le conseil régional vient d'être vendu et AG2R n'a pas encore pris l'espace. Mais c'est une négociation qui a été mise en place, qui a été votée au conseil d'arrondissement du 7e, au conseil d'arrondissement du 7e. Et concernant le pourcentage de logements sociaux dans le 7e, il faut savoir que Rachida Dati a demandé à Yann Brossa d'avoir plus de logements sociaux, mais du logement social, pas du logement très très sociaux, du logement qui conforte avec la sociologie du 7e arrondissement, où les concierges d'immeubles, où les fonctionnaires, ou les aides-soignants pourront se loger facilement dans le 7e arrondissement. Mais il faut savoir que dans le 7e, le foncier est très très important et on ne peut pas non plus faire en 6 ans 20% de logement social dans le 7e. Après, au-delà de la sociologie de l'arrondissement, je pense qu'il faut aussi réfléchir aux personnes qui y travaillent. Par exemple, le boulanger qui lui a un apprenti qui doit être présent tous les matins à 5h30 pour débuter son travail. Je pense que cette personne ne peut pas se permettre de faire 2 heures de transport aller-retour tous les jours pour pouvoir accéder à son emploi. Je pense que c'est important que les gens qui travaillent dans un arrondissement puissent y vivre décemment et aient accès à un logement décent et à la hauteur de leurs moyens. Valentin ? Non, c'est pour ça que justement dans le programme de Rachida Dati, on veut revoir les critères d'accès au logement social et notamment favoriser l'accès au logement social pour les personnes qui font vivre Paris. Donc notamment les boulangers comme tu le disais. Lucas ? Oui, j'avais une question qui peut concerner ces personnes qui font vivre Paris, puisque votre programme met en priorité le cadre scolaire, ce qui peut rentrer dans ce que vous disiez, en termes de jeunesse, notamment à travers l'adaptation de l'équipement scolaire en investissant plus globalement dans l'école pour lui donner plus de moyens. C'est un point important dans votre programme, et comment ça se traduit effectivement ? C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. C'est possible. C'est possible. Ok. Dans le programme disait l'adaptation de l'équipement scolaire en investissant, en donnant à l'école plus de moyens. En fait, nous, on veut faire de l'école une priorité parce que c'est les premières années qui comptent le plus dans l'éducation de la jeunesse. Donc favoriser l'investissement avec beaucoup plus de moyens sportifs, culturels, en termes aussi d'éducation, de langue, favoriser l'apprentissage des langues aussi également, par exemple. Ok, très bien. On va revenir à Nathan Abou, représentant PS. MJS. Il l'a précisé tout à l'heure. MJS, pardon. Dans votre programme, vous proposez un système d'accompagnement psychologique, mais vous insistez également sur la notion de solidarité dans les universités, notamment à travers les épiceries solidaires. Tu peux y aller. C'est quelque chose d'important pour vous ? Absolument, je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui qui est complètement occultée, c'est celle de la détresse psychologique de nombreux étudiants, que ce soit à Paris ou ailleurs, et je pense qu'elle est notamment accentuée à Paris à cause de la précarité et du poids de la vie quotidienne à Paris. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ces difficultés psychologiques, elles sont notamment accentuées par les mesures qui ont été portées par ce gouvernement, par ces mesures qui ont appauvri la jeunesse et qui ont réduit son budget quotidien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très intéressant, je vais revenir sur une mesure qui a été proposée par le gouvernement. C'est quand on a un jeune qui par désespoir s'immole par le feu, la réponse gouvernementale, c'est quand même de créer une ligne téléphonique ouverte uniquement entre 9h et 17h sur les heures de cours, qui n'est même pas gratuite, et en plus qui ne fait que prodiguer des informations qui sont au mieux disponibles sur Internet et au pire complètement erronées, comme dans certains cas ça a pu arriver. Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain mépris de la jeunesse à la part du gouvernement, et je pense que c'est important et c'est même crucial qu'on ait aujourd'hui une candidate qui réponde à ces attentes urgentes pour la jeunesse. Assez rapidement, Lucas, tu as une dernière question pour Zakaria ? C'est quelque chose que vous partagez ? Tout à fait. Moi, je suis étudiant aussi, donc pour venir sur Paris, ça a été très compliqué. Je me suis pris déjà de nombreux refus, dont on m'a fait part après, c'était parce que mon nom à consonance étrangère ne plaisait pas. Ensuite, les prix, même dans banlieue, par exemple dans le 93, à Saint-Denis, sont excessivement élevés.
Et moi j'ai trouvé ça franchement mais ahurissant que Frédérique Vidal ne dise absolument rien, même juste une once de respect en disant oui, on a bien eu conscience du lac du Jeune. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Ouais. Sana, je crois, enfin bref, qui s'est immolé. Enfin, il y a eu rien de dit de sa part. Enfin, franchement, je trouve ça c'est du mépris envers les jeunes. Et les jeunes, c'est nous l'avenir de demain. Enfin, si on n'a pas de moyens de vivre décemment, enfin, je ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est. On va continuer notre tour de France des élections, puisque nous allons nous rendre dans le Rhône avec Émilien. Émilien, tu nous entends ? Oui, c'est bon. Eh ben super. Et quels sont les enjeux alors à Lyon de ces élections ? Alors bonsoir à tous. Alors à Lyon, les électeurs sont invités à voter 2 fois lors de ce premier tour. D'une part, les Lyonnais doivent choisir leurs représentants pour la mairie de Lyon, mais aussi ils votent pour un second scrutin, celui de la métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est un regroupement de 59 communes du département du Rhône, avec pas moins de 1 380 000 habitants. Le budget de la métropole, il est colossal, il est de 3,4 milliards d'euros. Car il a supplanté le département dans certaines de ses compétences. Et c'est donc la première fois que le Conseil de la métropole de Lyon est élu au suffrage universel. On compte 8 candidats à la présidence. Parmi eux, il y a l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui est soutenu par la majorité présidentielle. On a aussi François-Noël Buffet pour les Républicains, Bruno Bernard pour Europe Écologie Les Verts, et comme à Paris, un candidat dissident de la majorité présidentielle, qui est David Kimmelfeld, qui est l'actuel président de la métropole. Pour ce qui est de la mairie, Lyon fonctionne par arrondissement, comme Paris et comme Marseille. Il y a 9 personnalités qui sont candidates à la mairie centrale. Parmi elles, il y a Étienne Blanc pour les Républicains, il y a Yann Cruchat qui est soutenu par la majorité présidentielle, il y a Grégory Doucet pour Europe Écologie Les Verts et Georges Kepenekian, qui est un ancien PS et nouveau La République En Marche, qui est aussi le candidat dissident. Donc ça, c'est les 4 potentiel maire de Lyon. À 17h, la participation elle était moins élevée qu'au niveau national dans le Rhône, elle était à 35,37%, donc ce qui est un peu moins. Je vais vous faire un petit mot aussi sur le scrutin qui est à Saint-Étienne, qui est pas très loin de Lyon, où il y a 5 candidats sur les 8 qui pourraient accéder au second tour, ce qui est assez particulier au niveau national. Parmi lesquels Gaël Perdriau, qui est actuellement maire et qui est aussi vice-président des Républicains. Sophie Robert pour le Rassemblement National. Il y a aussi Patrick Révelli qui est candidat à la République En Marche et qui est aussi ancien joueur de football du mythique Club des Verts. Dans la Loire, à 17h, il y avait seulement 31,14% de participation. Et on note même dans le bureau de vote numéro 67 de Saint-Étienne, seulement 79 personnes qui se sont déplacées sur les 533 inscrites. Valentine, justement, c'est pas un problème un peu pour En Marche d'avoir 2 candidats dissidents sur 2 métropoles aussi importantes que Paris et Lyon ? Si, bien sûr, une dissidence au sein d'un parti, c'est jamais bon, c'est clair. Après, nous, les candidats ont été nommés par une commission nationale d'investiture sur leur programme, sur le projet qu'ils portaient pour la ville. À partir de ce moment-là, c'est du coup le candidat officiel que les militants et les adhérents doivent soutenir et soutiennent en majorité, parce que généralement, les dissidents dans leur ville ont des soutiens qui sont extérieurs au parti, et les adhérents et les militants l'ont bien compris, parce que le candidat investi par la CNI est souvent celui qui représente au mieux les valeurs du mouvement que l'on représente. Mais enfin, en dernier débat, on va aborder un thème qui est très important pour nos éditeurs, l'écologie. Donc Lucas ? Oui, c'est une question importante que notre génération ici tient à cœur. Et donc de la même façon, nous avons tiré au sort. Cette fois, c'est le représentant Les Républicains, Valentin Roufiac, qui commencera. Votre programme parle d'assurer la propreté des poumons verts déjà existants, donc Bois de Vincennes et Bois de Boulogne. Est-ce suffisant compte tenu des préoccupations grandissantes des Parisiens pour l'écologie ? La question, c'est pas est-ce que c'est suffisant. Ce qui est sûr, c'est que c'est le strict minimum. Et aujourd'hui, le strict minimum n'est pas assuré par la majorité actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces 2 poumons, comme vous le disiez, le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes, on a d'un côté à droite les rats, de l'autre côté de la prostitution. C'est pas possible.
Donc nous, ce qu'on veut déjà en priorité, c'est se réapproprier ces deux bois. Et comme tous les squares actuels dans Paris, en faire vraiment des espaces où il y a de la sérénité, avec des antennes de police pour assurer la sécurité. Et aujourd'hui, c'est ça qui compte. Créer des arbres par-ci par-là dans les rues, c'est pas la priorité. La priorité, c'est déjà de se réapproprier les espaces verts existants. On sait que Paris, c'est une ville très dense. Donc, au lieu de rajouter la densification à la densification, déjà se réapproprier correctement les espaces déjà existants. D'accord, très bien. Peut-être une réponse sur ce mandat. J'allais dire, excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre en quoi la présence de rats fait fluctuer le taux de CO2 dans l'air parisien. Non, mais avant de parler de CO2, on parle déjà de cadre de vie basique. C'est-à-dire qu'un habitant, un Parisien, n'a pas envie de circuler dans un square qui est infesté de rats. Ah, absolument, je suis d'accord, Voilà. je suis d'accord avec vous. Mais en là-dessus, vous avez échoué. Le problème, c'est N'hésitez pas à parler dans votre micro. Pardon, désolé, je suis trop Il n'y loin. a pas de problème. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, là, on parle d'un sujet qui est quand même un peu plus grave que la propreté des parcs. On parle d'un sujet qui tue 10 000 franciliens par an. 10 000. Et nous, pour répondre en fait à cette urgence climatique, on fait de réelles propositions. Alors j'ai un peu du mal à comprendre comment avoir la police municipale et comment la dératisation des parcs va pouvoir répondre à cette urgence sanitaire et écologique qu'on a en région Île-de-France. Disons qu'on a juste tourné la question de l'écologie en termes de cadre de vie. Donc par exemple des purificateurs d'air aux alentours des écoles et pour nos plus jeunes parisiens, ça c'est une amélioration du cadre de vie. Et c'est pas en déplaçant la pollution comme vous l'avez fait en supprimant les voies sur berge de façon dogmatique que vous avez amélioré la pollution, enfin amélioré l'environnement dans Paris. Vous avez juste déplacé la pollution et vous l'avez pas diminué. Alors, par rapport à ça, c'est très intéressant. Je trouve que, pour moi, il y a une vraie question de démocratie, en fait, quand on parle de la question des voies de berge. Parce que, vous savez combien de Parisiens utilisent la voiture pour se déplacer quotidiennement ? 20% à peu près. 12%. 12% des Parisiens seulement utilisent la voiture pour se déplacer, contre près de 80% utilisent les transports en commun, le reste le vélo et la marche. Dans cette situation-là, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que plus de 60% de l'espace public soit destiné à la voiture ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement une question de démocratie dans l'utilisation de l'espace public ? On va ouvrir un peu le débat aux autres participants. Dommage. Lucas, tu as une question ? Je suis désolé, l'émission avance. Pas de souci. Bon, on va donner la parole à Valentine Brodu. Peut-être si on a le temps, on reviendra sur... Pour rebondir du coup sur les deux sujets qui ont été abordés. Oui, si vous voulez. donc déjà, pour répondre du coup à la démocratie, on va dire, verte, que vous avez essayé de mettre en place en supprimant les voitures sur les voies sur berge, je pense que c'est une bonne mesure, mais il faut offrir une alternative aux Parisiens. Et là, les alternatives n'existent pas et elles ne sont pas suffisantes. Donc on ne peut pas dire actuellement on agit fermement pour l'écologie parce qu'on supprime les voitures dans Paris, quand la majorité des cars de touristes sont là, créent des bouchons du coup sur les autres axes principaux dans Paris. Voilà, je pense que c'est un non-sens. Pour répondre après à Valentin sur la réappropriation des poumons verts, je pense qu'on peut prendre l'exemple très flagrant du Champ de Mars, qui se trouve du coup dans le 7e arrondissement où Rachida Dati est la maire sortante. Clairement, le Champ de Mars est devenu un terrain vague. En 6 ans, il n'a jamais été en aussi piteux état que maintenant. Le Champ de Mars prend l'eau, les rats sont là, la végétation n'est quasiment plus visible, les pelouses ne sont pas entretenues. Donc je pense qu'avant de s'intéresser au Bois de Boulogne, elle pourrait aussi s'intéresser au parc qui fait la renommée de Paris, qui en plus se trouve dans son arrondissement. Mais est-ce que vous pensez que c'est la faute de Rachida Dati si le Champ de Mars est dans cet état ? Après, en tant que maire de son arrondissement, il fallait aussi qu'elle prenne des mesures de propreté avec des équipes municipales qui sont chargées d'assurer la propreté, la sécurité, la dératisation, etc. On ne peut pas se plonger tout le temps contre le bilan de la maire sortante à Paris. Non, mais vous savez il faut très bien aussi que que les maires d'arrondissement prennent leurs responsabilités. Bien sûr. Et il y a eu des vœux, il y a eu des vœux faits par Rachida Dati au Conseil de Paris en ce sens. Mais vous savez très bien que c'est pas les maires d'arrondissement qui ont les pouvoirs sur les squares. Alors les vœux qui sont faits par Rachida Dati au Conseil de Paris, elle en fait un, elle vote oui, elle revient dessus, elle vote non, et quand elle est là, quand elle est présente au Conseil de Paris. On sent que vous n'êtes pas d'accord, on va donner la parole à Lucas. Sur toutes les questions qui concernent le 7e arrondissement, Rachida Dati était présente au Conseil de Paris. Et vous pouvez Merci. Peut-être donner la parole aux représentants France Insoumise.
Le programme indique une politique amenant vers le zéro déchet, puis la gratuité des transports. Mais est-ce que cette politique n'est-elle pas trop idéaliste ? Pour moi, non. Dans tous les cas, on va devoir y venir, je pense. Parce que concrètement, Paris tend à ne plus avoir de voiture. Et pour moi, je pense qu'il est nécessaire d'avoir la gratuité des transports en commun. Parce que de toute façon, dans tous les cas, ça a un certain coût pour les usagers. Et en plus, pour la pollution, c'est un bon moyen au moins de réduire les pollutions dans Paris. Après, certes, ça va être très compliqué parce qu'il y a vraiment déjà beaucoup trop de monde. Je prends régulièrement la ligne 13 qui est très fréquentée. Donc c'est sûr, ça va être, mais c'est un des enjeux de notre génération pour Paris. Eh ben, nous allons maintenant recevoir Dorian, l'un de nos journalistes, qui va nous refaire le fil de ces municipales. Dorian, le temps de t'installer et c'est à toi. Alors bonsoir. Alors, la campagne des élections municipales parisiennes s'est construite sur un nombre assez conséquent de rebondissements, de surprises, ce menant à des incertitudes finalement inédites. Question sondage, fin 2018, LREM affichait un score avoisinant les 30%. Le parti de la majorité parlementaire semblait mettre en danger Anne Hidalgo, maire sortante. Pourtant, premier rebondissement, 2 candidats de la majorité se présentent. Benjamin Griveaux, secrétaire d'État du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, ainsi que Cédric Villani, député marcheur. Griveaux, l'impopulaire face à Villani le dissident, maintenant sa candidature malgré l'avis défavorable d'Emmanuel Macron. Deuxième rebondissement, en février, Griveaux est victime d'un scandale portant atteinte à sa vie privée et divulgué une vidéo intime le mettant en cause. Peu après, Griveaux annonce publiquement le retrait de sa candidature, laissant la place à l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Enfin, la campagne électorale des municipales se voit mouvementée par la crise sanitaire du coronavirus. Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la décision politique de maintenir les dates des élections municipales à 17h. Aujourd'hui, la participation s'effondre, 38,77% à l'échelle nationale. C'est 16 points de pourcentage de moins qu'en 2014. Et un taux de participation de 32,96 à Paris à 17h. Finalement, en dépit de ces rebondissements, les élections à la mairie de Paris se sont construites autour de la question de la nécessité ou non d'une éventuelle alternance politique. Les derniers sondages annoncent Hidalgo et Dati au coude à coude. 26% pour la candidate LR, 24% pour la maire sortante. Ces résultats sont suivis de près par Agnès Buzyn, 20%. Plus loin derrière, viennent Béliard, candidat Europe Écologie Les Verts, ex-aequo avec Simonet, candidat LFI, à 6%. Enfin viennent Villani à 5%, le candidat RN à 3%, ainsi que le candidat Libérons Paris à 1%. Après cette campagne mouvementée, qui seront les admis au second tour ? Réponse dans quelques instants. Et bien justement, c'est dans un contexte quelque peu particulier, on en a déjà parlé, mais que se sont déroulées d'ailleurs ces municipales. Malgré la pandémie de Covid-19, les élections ont été maintenues. Nos journalistes Maxime Potreau et Alexandre Léonard sont allés dans des bureaux de vote à Paris pour voir comment ce premier tour se déroulait. 18,38%. C'est le taux de participation enregistré à la mi-journée. En vue des événements actuels, un dispositif particulier est mis en place. Retour sur cette matinée pour le moins spécial. Il y a quand même un flux continu, quasiment ininterrompu, avec 2-3 vagues déjà. La vidéo ne marche pas, c'est pas grave. On va passer à une autre chronique. De toute façon, à première vue, cette épidémie a bel et bien eu un grand impact sur cette élection, vu l'abstention. Dans un instant vont être dévoilés les résultats de ce premier tour des municipales. On se retrouve du coup tout de suite après cette courte coupure musicale avec Christophe Crépin, rédacteur en chef de VL Média.